Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le récap de la semaine. Votre hebdo, c'est tout de suite sur TV Vendée. Une semaine, vous vous en doutez, marquée d'abord par la rentrée des classes de vos enfants et adolescents. Dans le public, cette reprise coïncide avec la première rentrée pour la toute nouvelle rectrice, Katia Béguin, qui succède ainsi à William Marois. En début de semaine, Alix Lanos faisait le point sur la rentrée dans la région, mais aussi le département. Après 2 rentrées particulièrement compliquées, rythmées par le Covid, c'est plutôt sereinement que les services du rectorat envisagent cette rentrée 2022-2023. Le nombre d'enseignants, leur recrutement était notamment au cœur des préoccupations. L'appel à la liste complémentaire dans le premier degré a permis de réguler la situation. On a fait appel à hauteur d'une soixantaine de personnes aux listes complémentaires. Donc je rappelle que les listes complémentaires sont les personnes qui ont réussi le concours, qui sont en dessous légèrement donc, du seuil qu'on a mis pour les admis et qui sont toujours dans les concours prévus pour remplacer justement les personnels qui seraient défaillants. Donc à hauteur de 60, c'est quelque chose de tout à fait raisonnable pour le premier degré. Pour le second degré, nous avons effectivement, nous finalisons en fait nos recrutements toujours comme d'habitude, puisqu'on peut au dernier moment avoir des événements qui n'étaient pas prévus. Mais globalement, on se retrouve dans une situation complètement comparable aux autres années par rapport à une année, je veux dire, normale. Une attention particulière sera portée aux années de transition de la grande section au CP et de l'école vers le collège. Enfin, le bien-être des élèves et des personnels de l'éducation nationale sera une priorité pour cette année. Leur bien-être dans l'école, donc dans l'école au sens large, les collèges et les lycées, donc avec une priorité à la lutte contre le harcèlement, leur bien-être psychique, leur bien-être physique, avec là aussi un accent qui est mis de façon générale sur l'activité physique, et puis leur bien-être dans l'école, c'est-à-dire le respect des uns des autres, le fait de vivre dans le cadre protecteur de la laïcité pour tous et de bien comprendre ce que ça implique. Et c'est tout ceci qui est, avec les questions aussi d'égalité filles-garçons, très importante, la lutte contre les stéréotypes, les préjugés et toutes les formes de discrimination et de violence. Si aucun changement de dernière minute ou arrêt maladie ne viennent perturber l'organisation, la rentrée devrait donc se dérouler normalement. En ce qui concerne le contexte sanitaire, elle se fera sereinement au niveau socle du protocole sanitaire, soit le premier niveau, sans masque ni restrictions particulières. Dans le secteur privé, là encore, un changement. Stéphane Nouvel vient d'endosser la responsabilité de directeur diocésain des plus de 250 établissements catholiques vendéens. Au total, entre la maternelle et le lycée, 62 500 élèves évolueront cette année encore dans le secteur privé. Un enseignement qui cherche, comme dans le public, quelques professeurs, notamment en français, en anglais, en allemand ou encore en espagnol. L'actualité, c'est également cette réunion de crise ce vendredi dans les locaux du conseil départemental avec la hausse programmée du coût de l'énergie et les augmentations déjà ressenties chez les entreprises et les collectivités locales. Certains s'inquiètent. Le SIDEV redoute notamment une situation intenable. Bien, ce cri d'alarme, il est lancé parce qu'aujourd'hui, la gravité de la situation énergétique nous oblige à réagir collectivement entre le département, les collectivités vendéennes que sont les communes, les intercommunalités, mais également les entreprises. Nous avons eu la semaine dernière des coûts du mégawatt qui ont frôlé les 1 000 € quand nous étions à 50 € en 2021. Et le département s'émeut aussi de la situation. Alain Leboeuf espère une solution, je cite, « Si nos moyens sont absorbés par cette augmentation du prix de l'énergie, ce sont autant d'investissements que nous ne pourrons plus faire. » Même constat pour les entreprises. Concrètement, ça nous augmente notre budget énergie de 2,5 millions à 11 millions d'euros. Donc c'est insoutenable puisqu'on devrait répercuter une hausse de prix de 15% sur nos produits. Et aujourd'hui, c'est impossible, le consommateur ne l'acceptera pas. Donc si le prix ne bouge pas, peut-être qu'on devra faire des arbitrages sur nos sites de production en ralentissant ou en démarrant moins ou en démarrant certaines journées mais pas d'autres. Mais ça nous amènera à des arbitrages qu'on n'a jamais connus aujourd'hui.
Cette semaine, le spectre de la grippe aviaire refait surface sur l'étang de la commune des Landes-Génuson. Des cadavres d'oiseaux sauvages positifs à l'influenza aviaire ont été découverts. Alors, la préfecture ne souhaite prendre aucun risque suite aux catastrophes de la saison dernière. L'ensemble du département est placé en zone de contrôle temporaire depuis jeudi. L'arrêté préfectoral impose le recensement des détenteurs d'oiseaux, mais aussi la mise à l'abri en bâtiment fermé ou sous filet de protection afin de limiter les possibilités de contact avec l'avifaune sauvage. Enfin, vous êtes invité à signaler toute mortalité suspecte d'oiseaux domestiques ou dans la nature. Autre rappel bien sûr de la préfecture, surtout ne manipulez pas les cadavres pour limiter tout risque de propagation de la maladie. Ce week-end, vous suivrez peut-être le début de la Golden Globe Race sur les pontons des Sables d'Olonne ou tranquillement dans votre canapé sur TV Vendée. La mythique course débute ce 4 septembre. Au total, 17 skippers s'élanceront dans ce tour du monde à la voile en solitaire sans assistance mais également sans outils numériques. Cette semaine, nous vous avons proposé de découvrir l'atmosphère du ponton dans un sujet d'Innes Week, mais également quelques portraits de marins. Grégoire de Châtillon a par exemple rencontré Damien Guillou. Il est l'un des 2 seuls skippers français au départ. Yes. Des bateaux quasiment 2 fois plus petits que ceux que l'on retrouve au départ du Vendée Globe. Pour un tour du monde encore plus difficile, c'est ce qui attend Damien Guillou avec son embarcation équipée comme en 1968. À bord, pas de GPS, le bon vieux sextant sera alors le seul instrument de navigation pour se repérer en mer. Je connaissais absolument pas le sextant parce que je suis une génération GPS, ce qui est normal. On a tous navigué au GPS depuis tout petit que le GPS existe, donc il n'y avait plus besoin de ce genre d'appareil. Et ce que je dis souvent, c'est qu'on a plus navigué sur les mers du monde avec des sextants qu'avec des GPS, parce que finalement les GPS, ça fait une seule génération que ça existe, alors que depuis la nuit des temps qu'on navigue, c'était au sextant et ça marchait très bien. Voilà. Merci beaucoup. Après l'utilisation du sextant, le travail est loin d'être terminé pour se localiser. On a besoin du sextant pour faire un relevé. De là découle tout un calcul avec des tables. Et au bout de ce calcul, on va obtenir une position qu'on va reporter sur la carte et qui va me permettre de savoir où est-ce que je suis. Le skipper a déjà embarqué ses vêtements et sa nourriture pour 230 jours de mer. Voilà sa couchette. Ici, sa cuisine. Ce professionnel de la voile connaît bien ce type de bateau. J'ai toujours connu ce genre de bateau de par mes parents. J'ai navigué, régaté sur des anciens bateaux similaires à ceux-là. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir, je les connais bien. Je sais que c'est des bons bateaux, marins et solides, peut-être même plus solides que les bateaux de maintenant. Un bateau à l'ancienne qu'il a fallu trouver pour ce tour du monde. 200 jours minimum. On cherchait un bateau spécifique, c'est un Rössler 36. C'est ce modèle-là que je jugeais être le meilleur pour le Golden Globe Race. Et on n'en a pas trouvé en France. Et le seul qu'on a trouvé, c'était à Venise, en Italie. On a fait des modifications qui apportent du confort et de la sécurité, comme ce qu'on appelle la casquette. C'est la grosse partie orange là, qui prolonge le roof du bateau. Ça va faire à peu près 2 ans que je suis avec le bateau tous les jours, du lundi au vendredi, du matin au soir. Soit à le préparer, soit à naviguer, soit à le bichonner, soit à l'optimiser, à l'améliorer. Donc je le connais vraiment bien et puis je suis préparé psychologiquement à passer 6 mois et demi avec lui en mer autour de la planète. Donc il y a vraiment tout un lien qui s'est créé entre nous et c'est sûr que c'est pas rien. Une monture et son navigateur parés pour cette aventure digne de l'âge d'or de la voile en solitaire. Et un départ qui attire comme chaque année de nombreux amateurs de voile et de touristes comme chaque édition, pardonnez-moi. Le département se dit d'ailleurs confiant sur l'arrière-saison puisqu'on parle de tourisme. Et si aucun chiffre n'a pour le moment été donné, le nombre de vacanciers devrait atteindre un niveau similaire à l'an dernier. Côté région, un premier bilan a été dévoilé cette semaine. Colline Davy vous explique ce qu'il en retourne. Nous nous retrouvons à l'hôtel de la région pour faire un petit bilan sur la saison touristique et c'est plutôt une très belle saison d'après ce que j'ai compris, c'est ça? Oui, c'est une excellente saison pour la simple et bonne raison, c'est qu'on retrouve en fin de compte les niveaux de 2019, même si 2019 était une excellente année, donc le fait est c'est que la barre est haute et puis en plus le retour de la clientèle étrangère qui est pour nous aussi un atout important et donc on est ravis de pouvoir annoncer des excellents résultats. Les professionnels sont heureux de pouvoir avoir ces résultats qui sont favorables et qui en fin de compte rattrape les 2 années de Covid.
Et pour la clientèle étrangère, notamment en Vendée, on a eu le retour des Britanniques, c'est ça ? Oui, tout à fait. Les Britanniques sont revenus. Vous savez, ils étaient dans un contexte un peu particulier, à la fois politique et aussi, je dirais, financier. Mais toute l'Europe du Nord, en fin de compte, les Belges, les Allemands, les Néerlandais, tous ceux qui sont une clientèle fidèle. Tout ça fait qu'on a... on l'espère en tout cas, 20% de la population touristique qui sera étrangère. Et donc c'est une bonne saison en termes économiques. En revanche, il y a encore quelques petits bémols, on peut dire, notamment en termes de recrutement pour l'hôtellerie, la restauration, c'est ça ? Bien sûr, c'est un sujet qui n'est pas uniquement dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration, mais comme vous le savez, l'hôtellerie et la restauration a subi de nombreux départs pendant le Covid de personnel, et de ce fait-là, ils se retrouvent dans une situation compliquée. Nous avons sans doute des idées à développer. Je pense par exemple au pourboire numérique. Le pourboire numérique est intéressant parce qu'il permet notamment de pouvoir rémunérer le personnel. Vous le savez, maintenant tout le monde a sa carte dans sa poche, et donc de ce fait-là n'a plus de monnaie, et là ça donne la possibilité de pouvoir arrondir bien sûr son addition au supérieur et donner ce pourboire à l'ensemble du personnel. Donc voilà, il y a des idées qu'il faut sans doute développer encore pour attirer plus de monde dans cet univers qui est formidable, qui est le monde de l'accueil, de l'hôtellerie et de la restauration. Donc il y a des solutions pour ce qui ne fonctionne pas très bien, on va dire, et ça annonce une belle saison, déjà une belle arrière-saison et une belle saison pour l'année prochaine aussi. Quelques images à présent de cette cérémonie du souvenir à Dion-Pierre-sur-Yon. Il y a 78 ans, le 25 août et le 10 septembre, où au Maquis-Airain, plusieurs caisses d'armes ont été parachutées à destination des forces françaises de l'intérieur. Il s'agit du seul largage d'armes non intercepté dans le département par l'ennemi. Ce sont l'histoire de 373 maquisards qui ont entre 16 et 20 ans à l'époque, qui sont des jeunes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas à quoi s'attendre. Ce sont des jeunes hommes et femmes qui n'ont jamais manié les armes et qui vont se retrouver ici à être entraînés pour pouvoir se battre contre l'Allemagne nazie. R comme La Roche-sur-Yon, 1 parce que le plus grand de Vendée. C'est l'histoire des agriculteurs et des artisans et des commerçants qui vont, pour les agriculteurs, participer avec leurs charrettes et leurs bœufs à mettre en place les armes et les cylindres pour les évacuer rapidement et ne pour pas être pris par les Allemands. Et puis à la fois l'histoire des commerçants et des artisans locaux qui vont constituer un réseau pour pouvoir alimenter les maquisards qui sont ici. Enfin culture avec cette belle initiative à destination des amoureux du théâtre et des curieux. Depuis le 24 août et jusqu'à ce week-end inclus, le Pataquès Théâtre déambule de quartier en quartier. Des représentations gratuites en entrée libre pour faire découvrir le spectacle autrement. Un reportage d'Inès Wick. Il est 14h, il fait chaud, la troupe se réunit pour monter le décor et faire les derniers réglages. Et oui, parce que Pataquès amène le théâtre dans les quartiers pour abattre les préjugés. On retrouve tous les codes du théâtre sans les murs, sans lumière. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir avoir un vrai contact avec les gens. C'est-à-dire que quand les comédiens jouent, ils voient les spectateurs, on partage la même expérience, en fait. Il n'y a pas de barrière, en fait. C'est vraiment accessible à tout le monde. Et c'est ça, je pense que notre créneau, c'est ça. Montrer que c'est accessible à tout le monde. Pour tous, toutes, quelles que soient les conditions financières, quelles que soient les conditions sociales. Voilà. C'est un moment qu'on doit partager tous ensemble. Au sein de la troupe, tout le monde partage la même vision du théâtre. Jouons et puis après retrouvons-nous autour d'un verre, discutons, échangeons, parce que c'est rare maintenant de rencontrer le public. L'idée d'itinérance, c'est qu'on s'apprivoise en fait. Plus on va se connaître, moins on aura peur, et moins on aura peur, plus on viendra. C'est un vrai travail d'équipe où tous mettent la main à la pâte. Mais qu'est-ce que vous faites là La troupe revient à l'essence même du théâtre. Très boostant, c'est bousculant et il y a un côté challenge quand même. Ça oblige à aller chercher des ressources fortes, à s'adapter. Le public est différent, il rentre, il sort. Enfin, c'est pas du tout un public captif comme dans un théâtre classique où voilà, la lumière se baisse et puis les gens sont là, ils n'osent pas parler. Là au contraire, s'il y a des mouvements dans la salle, dans les gradins, des gens qui rentrent, qui partent, des enfants qui crient, ça fait partie de la vie. Oh mon Dieu! Oh, c'est affreux! Je reprendrai bien la pizza. Moi aussi. Elle est morte! Et initialement, il y a longtemps, le théâtre, c'était ça. Donc c'est aussi peut-être retrouver cette dextérité, cette souplesse de comédien qu'on a oubliée.
La pièce se déplace dans les quartiers de La Roche-sur-Yon jusqu'au 4 septembre pour offrir aux habitants du rire et du spectacle. Fin de cet hebdo, nous aurons le plaisir de nous retrouver dès lundi pour une nouvelle semaine d'actualité.